Salut, c'est Greg. Eh bien, bienvenue à toi pour cette première pause café. Alors aujourd'hui, c'est pas vraiment une pause café parce qu'en fait, je suis au thé de sureau, mais bon, ça change rien, hein. Je suis très bien au café de ton côté. Alors comme tu as pu le voir, il y a un petit changement par rapport à hier. J'ai installé une étagère. Alors ça, c'est encore un peu le beans autour, mais ça a tendance à s'organiser. Il y a des choses habituellement que je préfère ne pas montrer quand il y a des piles de documents sur mon bureau. Aujourd'hui, j'ai essayé de ranger un petit peu quand même, hein. Bah, à peu près, quoi. Voilà. Il y a quelques temps, j'avais fait un article sur le Google Home. Alors j'avais acheté un pack où il y avait le Google Home, il y avait comment ça s'appelle ce petit boîtier qu'on branche sur la télé en plus, qui se branche au Google Home. Enfin, ça permet de piloter la télé à partir de Google Home. Et j'avais dans le pack aussi des lampes connectées, que j'ai toujours pas installées d'ailleurs. Il y a quelques jours, je suis tombé en faisant des courses sur une promotion un peu particulière qui m'a interloqué sur le coup. Alors, il y avait ça en fait. J'essaye d'agrandir. Enfin, je mettrai une petite vidéo de présentation en plus, hein, sur la vidéo. Donc ça, ce sont des interrupteurs, c'est des prises en fait, hein, connectées qui marchent normalement avec une télécommande. Alors, jusque-là, je dirais rien de neuf, hein. Vous branchez votre appareil dessus, et puis avec ça, hein, c'est du 433 MHz, je crois, on peut les piloter. Alors, ça a une certaine distance. Donc, comme je vous dis, jusque-là, rien de bien intéressant. Sauf que, il y avait cet appareil-là qui était avec. Donc, les trois petites prises-là, c'était 10 euros. Donc, c'était assez accessible au niveau prix. Mais ça, en fait, quand j'ai regardé la documentation, je me suis rendu compte que ça fonctionnait avec ça. C'est-à-dire qu'il suffit d'une seule prise comme celle-ci, qui coûte 20 euros, pour contrôler jusqu'à 99 prises comme ça. Et là, c'est plus du hertzien. Là, c'est du Wi-Fi. Ça veut dire que celle-ci, en fait, il y a un logiciel qui est livré avec, qui marche sur Android et iOS, et qui permet, en fait, d'allumer les interrupteurs comme on le souhaite. Donc, en conséquence, on ne vous verrez peut-être pas, mais par exemple, là... Non, ça se voit pas. Ah oui, c'est pas la bonne télécommande. J'en ai plusieurs, c'est pour ça. Non plus. Ah, si, ça y est, voilà. Donc là, ça permet de contrôler la lumière. Enfin, une des lumières. Il y a des appareils aussi externes qu'on peut avoir. Ça, ce sont des prises, alors je crois que c'est du IP65, il me semble. Ça permet en gros d'avoir les mêmes prises à l'extérieur. Donc voilà, le principe est le suivant, hein. En fait, on a une application qui est livrée avec, et puis on se connecte sur un compte, et puis on ajoute le matériel. Alors la configuration reste relativement simple, hein. Il suffit de brancher l'appareil et l'application, elle détecte directement que... Alors je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais bref, il y a vraiment une configuration très très simple pour le mettre en place. Et après, chaque prise se détecte une à une automatiquement. Et c'est ce petit boîtier là que vous voyez sur la droite qui permet effectivement de contrôler. Alors lui on l'appelle en Wi-Fi, et les autres en fait sont contrôlés directement en niveau hertzien. Alors pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce qu'en fait, l'API de cette petite chose n'est pas ouverte. Malheureusement, il faut forcément le logiciel pour s'en servir. Et bon, ça m'embêtait un petit peu. Alors je trouvais ça sympathique sur le coup. Je voulais le tester, donc j'en ai acheté. Et puis je me suis mis à écouter ce qui rentre et ce qui sort en fait, avec un sniffer de baquet. Et là, surprise, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui passaient en clair, et puis au final, ça dialogue avec un web service, avec des simples requêtes HTTP, avec des jetons, enfin quelque chose en programmation qui est relativement accessible. Et de fait, je me suis mis à bidouiller un petit script. Au début, j'ai commencé par un script Python parce que pour aller plus vite, pour tester ce que je voyais, ce qui rentrait, ce qui sortait. Et au final, en fait, j'ai fait un petit logiciel. Donc si jamais vous achetez cette chose avec les prises, j'ai un code source, hein, que je peux toujours vous passer. Alors, bon là ça se passe sur mon écran, mais je ferai voilà, la magie du montage. Voilà, donc bon, là, j'ai compilé, hein, j'ai appelé ça Smart Switch. J'aurais pu très bien le faire sur un téléphone portable, hein, c'était pareil, hein, j'avais juste à le développer en Android.
Et donc là, qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit que bon, je récupère un certain nombre d'éléments. En fait, au début, donc il y a une connexion. Je récupère je dirais le jeton de connexion. Ensuite, eh bien, ça me permet de lister tous les appareils qui sont connectés, donc toutes les prises. Donc ici, si vous voyez, donc bon là, c'est le SID, ça sert pas à grand chose. C'est plutôt le name qu'on voit ici. Donc arbre de Noël, ça permet de contrôler l'arbre de Noël, la salle à manger, le bureau, la cuisine. Le bureau, vous allez voir la différence si j'appuie dessus. Donc je vais faire éteint. Voilà, hop. Donc là, la lampe du bureau s'est éteinte. Là, je vais cliquer sur allume. Voilà. Bon, alors, le programme est vraiment très basique, hein, c'était juste, je dirais, un proof of concept. L'idée, c'était de savoir si je pouvais exploiter l'API. Donc voilà, c'est possible. Ce qui fait que finalement, à moindre frais, puisque ça revient à 3,50€ la prise, on arrive à faire des trucs très sympas. Voilà, j'ai envie de partager ça avec toi. Sinon, j'ai commandé sur AliExpress des... Alors c'est d'autres connecteurs, par contre j'ai plus le nom en tête. On est à peu près dans la même ordre de prix, hein, c'est-à-dire entre 4 et 5€, et eux sont tous Wi-Fi. Ce qui fait que c'est très intéressant aussi, et au moins il y a une API qui est ouverte. Bah, on sera amené à en reparler. Alors sans transition, hier j'ai fait un article sur le blog iabot.fr dans lequel en fait je parle d'ordinateur quantique. Bah, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au CES 2018, donc tout dernier, hein, qui vient de passer, on a eu la présentation par Intel, enfin l'annonce en tout cas, pas la présentation, d'un processeur 49 bits, 49 qubits, pardon. C'est-à-dire que ce sont des bits quantiques. Et là, c'est le bug. Ah, il y a quelques semaines, on avait vu que c'était la course hein, au processeur 50 qubits, puisqu'on avait IBM et Google qui sont dans la course et qui avaient annoncé de leur côté qu'ils allaient le faire avant la fin de l'année. A priori, c'est Intel qui a raflé je dirais le prix de vitesse. Par contre, bon, ça veut pas dire que vous savez qu'il y a toujours un processeur quantique qui ne donne pas le bon résultat dans 100% des cas. Donc il y a toujours une marge d'erreur. Ce qui fait que pour l'instant, enfin en tout cas moi j'ai pas les informations. On ne sait pas s'il y a un taux, je dirais, d'erreur satisfaisant sur ces processeurs-là. Je vous ai reparlé aussi, c'est des processeurs neuromorphiques qui n'ont rien à voir avec le quantique, hein, c'est pour l'intelligence artificielle, donc c'est toujours de chez Intel. Ça s'appelle, je l'ai plus en tête, Loi, qui je crois le nom d'un volcan. Donc le côté intéressant, c'est que il s'agit de processeurs qui sont modelés, enfin qui fonctionnent comme les neurones du cerveau, avec bon, moins de connexions, hein, puisqu'on est sur du 1000... comment dire, chaque neurone est connecté à 1000 autres, alors que je crois que dans le cerveau humain on est plus proche des 7000, mais ça reste très intéressant. Alors c'est un fonctionnement qui est différent pour le machine learning, pour le deep learning, puisqu'habituellement on utilise des matrices, enfin tout du moins des vecteurs, des tenseurs en fait, hein, comme on les appelle. Donc là j'ai pas du tout les caractéristiques ni spécificités de l'API qui pourrait fonctionner avec ce processeur là, mais bon, ça mérite qu'on s'y intéresse. Voilà, puis au moins un petit point j'avais fait sur les bitcoins. Parce que aujourd'hui on a vu que les bitcoins bah, ça avait vraiment grimpé en flèche aujourd'hui sur le marché. Alors je sais plus, ça a pris 1500% ou 1700% en un an, c'est énorme. Donc en gros je sais plus, on n'est pas, enfin comme j'ai pas les chiffres en tête, je voudrais pas dire de bêtises, mais ça a vraiment pris énormément de valeur. Et puis bah, certains s'inquiètent avec l'arrivée des ordinateurs quantiques de la possibilité effectivement de casser la sécurité des bitcoins. Alors voilà, il y a deux aspects hein, sur la sécurité. Il y a le fait de pouvoir créer de fausses transactions, de prendre le contrôle du réseau. Là, ça paraît difficile, puisque en fait, il faut avoir plus de 50% de la capacité de calcul du réseau au global. Donc, ce qui fait que s'il y a un seul ordinateur quantique, oui, ça peut peut-être fonctionner, et encore, quand les algorithmes le permettront, puisque pour l'instant, c'est relativement pauvre encore. Mais par contre, il y a un autre aspect, c'est le côté, comment dire, qui possède le Bitcoin. Là, il y a un encryptage qui est fait avec une clé publique, une clé privée, et avec un ordinateur quantique, on pourrait probablement faire un brute force sur la clé publique pour obtenir la clé privée. Et à partir de là, voler
le bitcoin, enfin le bitcoin, tous les bitcoins d'une personne. Mais bon, je vous rassure, à l'heure actuelle, a priori, c'est pas encore le cas. Je dis bien a priori. Alors ce matin, levé à 4h, voilà, des petites insomnies, ça arrive comme ça de temps en temps. J'en ai profité pour beaucoup lire. Et notamment, il y a un magazine qui est sympa, qui est sorti il y a quelques temps. Alors, le machine learning. Alors, j'aime bien en général ces éditions-là. Bon, ça reste, je dirais, une introduction, mais voilà, ça peut être vraiment très intéressant quand même pour celui qui s'intéresse au domaine et qui a pas, je dirais, testé tous les frameworks disponibles. Alors, il parle de Spark, il va parler de café, peut-être de TensorFlow, je sais pas, je suis encore qu'à la moitié. Mais voilà, voilà, je vous conseille si vous vous intéressez à ce domaine. Alors un dernier petit point, si tu as envie de faire de l'anglais, enfin de pratiquer un peu la langue au travers d'un site sympa, il y a Duolingo. J'y suis inscrit, j'essaie de suivre un petit peu tous les jours. Bon, j'ai commencé il n'y a pas très très longtemps, donc c'est relativement simple au début. Je suppose que ça va être plus compliqué par la suite. Je vais être à peu près à 63%, je crois, de la formation en anglais. Donc si tu as envie on peut faire un bout de chemin ensemble, c'est-à-dire que on peut voir chacun les scores de l'un, enfin tout du moins pas le score, mais l'expérience de l'un. Alors il y a des petites interactions qui peuvent se créer. Donc moi mon code c'est Benicourt. Donc il suffit que tu me demandes sur Duolingo Benicourt, et puis comme ça on pourra se suivre mutuellement. Bon bah c'est la fin de la pause café, donc faut que je me mette au travail. Et puis toi aussi d'ailleurs, moins que tu regardes peut-être en déjeunant ou à tout autre moment de la journée. En tout cas, je te dis à demain, et puis merci de me suivre. À bientôt. Bye bye.